Donc bonjour, j'ai 20 minutes pour vous expliquer la vision que nous avons du Figital. Je travaille donc chez Smile, qui est un intégrateur open source spécialisé dans la transformation digitale. Et j'ai la charge au sein de cette société de faire converger l'ensemble de nos offres pour aller accompagner nos clients dans le monde du Figital et de l'IoT. Alors premièrement, la transformation digitale, c'est un terme qu'on entend souvent et tous les secteurs sont touchés. Alors il y a des secteurs qui sont plus ou moins touchés depuis pas mal d'années. Mais ce qu'on retrouve, si je fais un extract en 2018 de l'ensemble des clients avec qui on a été amené à travailler et qu'on a rencontré autour de ces problématiques, on voit qu'on est vraiment dans tous les secteurs. Et tous les secteurs sont touchés. Alors c'est vrai que l'automobile, par exemple, ou tout ce qui est home automation, domotique, est impliqué très fortement dans ce domaine-là, mais on a aussi dans le monde bancaire, bien entendu dans le monde du retail et dans l'industrie. Mais tous les secteurs voilà, sont touchés par la transformation digitale. Et dans ce cadre-là, la vraie révolution, ce n'est pas la technologie. La technologie, ce n'est qu'un moyen, finalement. Et grâce aux nouvelles technologies, à la miniaturisation, à la réduction des coûts, on arrive finalement à développer des solutions qui nous amènent de la donnée. Et vraiment, la valeur des sociétés de demain, c'est la donnée qu'on arrive à générer. Et les différents business models qu'on va faire, qu'on va développer autour de ces nouvelles données qu'on va avoir. Et donc, c'est tous les outils qu'on a autour de ça. Et pour ça, il faut des plateformes technologiques. Alors, on accompagne nos clients pour le choix de ces plateformes et la mise en œuvre de ces plateformes. Et une des plateformes technologiques qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle les plateformes IoT. Attends, hop. Alors, dans le Figital, qu'est-ce qu'on appelle plateforme IoT et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, le Figital, finalement, c'est le lien entre le monde du physique et le monde du digital. Alors, j'ai fait ce slide qui est très fonctionnel, mais qui explique toute la chaîne de valeur. Et souvent, on trouve que c'est compliqué à expliquer, mais c'est extrêmement simple. On a le monde du physique, d'accord? Et dans le monde du physique, on veut produire de la donnée. Donc, selon le secteur dans lequel on travaille et notre métier, donc je prends par exemple le monde du retail avec les magasins, qui est physique, ou je prends la domotique avec les ampoules ou les lampes, ou je prends le monde de l'automobile avec le véhicule, ou je prends le groupe SEB avec les robots mixeurs qu'on a chez nous. On est dans le monde physique, on crée des produits. Et ces produits-là, on veut qu'ils génèrent de la donnée. Alors après, ça se définit dans quel cas d'usage, mais on veut que ça génère de la donnée. Donc on va mettre de l'intelligence dans ces produits, l'intelligence dans l'objet, de l'intelligence dans les boutiques, pour produire de la donnée. Après, on va voir quel type de données on peut générer. Et cette donnée-là, après, il y a toute une problématique de comment je la transfère, comment je communique. Donc il y a plein de technologies différentes, plein de réseaux différents qui consomment de l'électricité, d'autres qui n'en consomment pas, par exemple dans des trackers pour suivre les bateaux, ce genre de choses. Donc comment je transfère ces données, comment je sécurise ces données. Après, c'est je les transfère, mais je les transfère où? Est-ce que je les transfère dans mon SI? Est-ce que je les mets dans le cloud? Il y a une forte mouvance à aller vers du cloud public, que ce soit Amazon ou d'autres. Et puis après, comment je les stocke? Donc je les traite avec quel type de technologie? On parle beaucoup d'IA, de deep learning actuellement. Et puis après, comment je les restitue? Donc du monde physique, je vais pouvoir travailler mes données et les restituer sous forme de services. Donc ça peut être des services web, ça peut être à travers des services vocaux. En tout cas, c'est des services digitaux. Donc le Figital et le monde de l'IoT, finalement, c'est toute cette chaîne de valeur. Et quand vous faites des projets, on marche par use case. Donc chaque use case intègre toute cette chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment le concept de base qui est assez simple, sans parler trop de technologie qu'on a derrière. Et l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis des clients, ce n'est pas du tout de la techno, mais c'est vraiment les cas d'usage. Donc des travaux et du design thinking pour définir les cas d'usage et faire des tests sur le terrain. Pour ça, on travaille beaucoup avec Amazon. Alors j'ai mis Amazon, mais beaucoup d'autres acteurs commencent à arriver sur ce marché-là. Ce qui est intéressant, sans être trop technique, de comprendre, c'est que tous les acteurs du cloud sont en train d'aller massivement vers le Figital et l'IoT. Ils viennent tous donc du cloud avec des services. Et ils sont en train d'arriver dans le monde du physique. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'intelligence qu'on met dans des objets, que ce soit dans les véhicules fortement à l'heure actuelle ou dans la domotique, toute cette intelligence, c'est ce qu'on appelle l'informatique embarquée, à l'inverse de l'informatique de gestion que vous devez avoir dans vos sociétés. Et cette informatique embarquée est en pleine révolution. C'était un monde qui était très fermé, c'était encore un monde de barbus, où rien n'était industrialisé.
faut être clair. Et donc on a tous les gros acteurs du cloud, et Amazon le premier, mais Google est en train d'arriver, et Microsoft est en train d'arriver, pour industrialiser le déploiement de cette intelligence qu'on met dans les objets. Comment on industrialise l'intelligence qu'on met dans les objets. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des industriels, dans des machines complexes où on mettait cette intelligence. Maintenant, on est en train de retrouver dans plein d'objets et dans plein de produits et dans plein d'espaces physiques, et notamment le magasin. Mais pour ça, il faut des outils simples, parce que ce sont souvent les DSI qui s'en occupent. Donc il faut des outils classiques qu'on trouve, quand, de la même manière, je gère mes PC dans mon entreprise, je puisse gérer l'ensemble des objets, l'ensemble de mes magasins connectés. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs dans le cloud qui sont en train d'avancer très fortement là-dessus. Après, je voulais vous présenter des cas d'usage, parce que quand on parle de Phygital et d'IoT, ce qui est intéressant, c'est de voir les cas d'usage. Ce qui est souvent frustrant, c'est qu'on voit souvent peu de cas d'usage, parce que souvent c'est confidentiel, on va être avant les autres. Donc j'ai essayé d'extraire des références qu'on a été amené à faire en 2017 et l'année dernière en 2018, de vous extraire ces différents cas d'usage et vous expliquer finalement le travail qu'ont fait les clients, les changements de business model et les nouveaux services qu'ils développent grâce à ces technologies. Alors le premier, c'est une solution qui s'appelle Floor in Motion, d'un des leaders du monde du revêtement de sol, comme la moquette que vous voyez aujourd'hui. Donc eux, ils créent un objet, ils créent un produit, c'est des revêtements de sol. Ils ont voulu attaquer un nouveau secteur, c'est le secteur des personnes âgées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros taux de mortalité des personnes âgées, ce n'est pas la maladie, c'est la chute. Le plus grand taux dans les pays développés comme les nôtres, c'est vraiment la chute. Parce que souvent, les personnes sont soit seules chez elles, parce que leur mari n'est plus là ou leur épouse n'est plus là, et donc ils chutent, et personne n'est au courant, et ils décèdent. Et puis on a aussi le cas dans les EHPAD. Et donc ils ont voulu attaquer ce marché-là, à partir de leur métier de base, qui était de faire des revêtements de sol. Et donc, on les a accompagnés pour sourcer déjà les différentes technologies qui existaient pour mettre des capteurs dans les sols, dans les plinthes aussi, pour détecter les chutes. Donc, si on revient sur le slide précédent, toujours le même concept, vous verrez dans chaque cas d'usage. Donc, on va produire des données à partir du sol. Il y a des choses qui vont se passer. On va savoir détecter que c'est bien une chute qui se passe. On va remonter les données, soit à travers, après au niveau digital, sur une application mobile pour les aidants, que ce soit nous, donc pour nos parents, pour être avertis, soit quand on a des EHPAD, on a des tableaux de bord et on voit l'ensemble des chambres, et puis on a des alertes qui sont affichées. Et donc, ils ont développé une gamme de produits dédiés avec toute une solution autour. Donc ça, c'est un premier cas d'usage du Phygital avec le développement d'un nouveau business model, toujours à partir du sol, mais avec du connecté. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours par la suite. Deuxième cas d'usage, donc ça c'est pour un transporteur. On a développé une solution de géofencing. Alors le géofencing, c'est de la géoloc. Il y a un gros sujet quand on parle de Phygital. C'est un gros pan du Phygital, c'est de la géoloc. C'est vraiment dans plein de domaines. On a dans le transport maritime, on a dans le transport routier, on a aussi sur les colis, ça on le connaît depuis longtemps maintenant, on connaît son succès. Et dans ce domaine donc, de la géoloc, il y a un domaine particulier qui est le geofencing, c'est pouvoir géolocaliser un produit, un objet, dans une zone qu'on a définie. Donc ça, on travaille avec des industriels, par exemple, dans ce domaine-là, ou sur des outils qui ont une forte valeur ajoutée, ou des produits qui ont une forte valeur ajoutée qui ne doivent pas sortir d'une zone, sinon on a des alertes. Donc on a développé une solution autour de ça et qui est revendue par un partenaire. Autre cas d'usage très intéressant, parce que là on est très loin du monde du digital, c'est le monde du béton. Un des leaders du béton, Morphelis, donc ils font du béton prémoulé, c'est le leader dans le béton prémoulé, ils font notamment des conduits d'assainissement, et ils ont voulu développer une offre digitale pour les villes. Donc cette fois-ci, on est vraiment au niveau des offres sur les villes connectées, les villes de demain. Et là, l'idée, c'était de pouvoir développer une offre de service pour aider les villes à gérer la maintenance et le planning des maintenances des conduits et des bouches d'égout. Et donc, ils souhaitent mettre des capteurs dans ces conduits d'assainissement pour détecter des gaz qui sont nocifs pour les agents de maintenance, d'une part, parce qu'ils sont inodores, et d'autre part, ils sont aussi nocifs pour le béton, parce que ça attaque le béton. Et donc, on a développé pour eux toute la plateforme de remontée des données qu'on a dans ces conduits. Et puis derrière, ils ont développé donc
une solution et une application métier en mode web, digital, hein, en front web, qui va permettre de gérer l'ensemble du réseau, de gérer les interventions. On a une application mobile avec des reconnaissances de plaques avec du NFC pour savoir les interventions qu'on a eues. Donc voilà toute une solution digitale. On est vraiment dans le digital du monde du béton. Et je trouvais que c'était un cas d'usage très, très intéressant. Autre cas qu'on a acquis parce qu'on a racheté une société en Suisse, c'est la société Laurastar. Alors pas qu'on a racheté, hein, mais c'était un client de la société qu'on a racheté. Laurastar, c'est un des leaders dans des fers à repasser, notamment très haut de gamme et professionnels. Et pour développer du service client, du service à valeur ajoutée, ils ont souhaité rendre connecté donc leur matériel de fer à repasser pour remonter de l'information en termes de maintenance, en termes d'achat de fournitures, de services pour les clients et l'utilisation du produit. Et c'est intéressant parce que quand on regarde ce que fait aussi le groupe SEB est en pleine révolution. C'est le leader incontesté de l'appareil électroménager pour la cuisine. Et ils sont en train vraiment de se transformer dans le monde du digital où ils développent des services à valeur ajoutée pour remonter de la donnée et fournir du service à valeur ajoutée dans leurs produits, notamment leur robot, alors je ne sais plus le nom, le Cook du groupe SEB. Et c'est vraiment, voilà, pour ces industriels-là et ces produits-là, il y a une forte valeur ajoutée d'aller dans le digital et de développer des services à valeur ajoutée pour les clients, les utilisateurs. Ça, c'est une référence dans le domaine des écrans connectés. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde du retail. Le fait de pouvoir piloter des écrans à distance, d'avoir des écrans qui soient autonomes. Donc ça, c'est des écrans qui sont en totale autonomie. On n'a pas besoin de les brancher sur du courant, où on peut les piloter à distance, envoyer de l'information à distance. Et c'est basé comme sur les readers électroniques, hein, c'est de l'encre électronique. Et là, donc, c'est des services à valeur ajoutée, notamment pour la SNCF. Pour des événements particuliers, on peut déployer en masse voilà, ce type de panneaux d'information. Autre cas d'usage, cette fois-ci dans le monde de la location. Donc ça, c'est un très très bon sujet et très intéressant. Donc là, un métier mais classique, ils font de la location de matériel de chantier. Et ce qui leur posait problème, c'est que ce type de matériel, à l'inverse de Kilo2, c'est on ne le loue pas pour juste le week-end pour faire du bricolage, ça se loue sur la durée du chantier. Et on a besoin de savoir où sont les appareils, parce qu'il y en a beaucoup qui sont volés, comment sont utilisés les appareils, est-ce qu'ils sont bien utilisés durant la semaine et pas le week-end, parce qu'on a souvent des gens qui prennent les matériels le week-end pour faire leur chantier à eux. Donc de pouvoir traquer ces véhicules et de les suivre. Et donc là aussi, ça leur a permis finalement d'optimiser en termes de services les coûts et le modèle tarifaire qu'ils proposaient à leurs clients et d'être différenciants par rapport à leurs concurrents parce qu'ils vont facturer à l'usage finalement. Et quand on va louer un engin, par exemple, pendant un mois, selon son taux d'utilisation, on va payer plus ou moins cher. Et c'est une société qui est vraiment très novatrice dans ce domaine-là. Donc un autre exemple en quoi le digital peut vous aider à transformer votre business model ou adapter en tout cas votre politique tarifaire. Je vais passer sur celui-ci parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors là, j'ai deux cas, j'ai surtout un cas que je trouve vraiment très intéressant parce que là, on est extrêmement loin du digital. On est au centre du groupe Mugler. Mugler fabrique des parfums qui sont assez connus parce que c'est des parfums qui sont rechargeables. Hein, donc on a chez Sephora, voilà, et pas que chez Sephora, ce qu'on appelle des fontaines à parfum. Alors je ne sais pas, messieurs ou mesdames, si vous y êtes déjà allés, et vous pouvez recharger donc les flacons. C'est une différenciation de la marque. Et eux sont très loin évidemment du digital. Alors ils le sont un petit peu voilà, dans les magasins de Sephora avec des écrans, ce genre de choses. Mais en tout cas, le fabricant de parfums en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de digital chez eux. Connecté en tout cas. Et donc là, leur problématique, elle n'était pas sur la donnée au départ, elle était juridique. Parce qu'on se doit, avec la législation française, de pouvoir suivre et tracer des produits comme le parfum pour des questions d'allergie, par exemple. Aussi, on a un problème sur la production. Et donc, de par la conformité légale, il se devait de traquer qui rechargeait le parfum. Parce que si jamais on avait un incident, de pouvoir contacter cette personne. Autant quand vous achetez un flacon neuf, vous pouvez savoir qui l'a acheté. Vous avez le numéro du flacon et ainsi de suite. Autant quand vous le rechargez, ce n'est pas le cas. Donc là, on avait une grosse problématique. C'est comment pouvoir tracer, avoir un suivi des personnes. Et là, c'était très intéressant. Ils se sont dit, bon, on se doit le faire d'une manière légale, mais si on y arrive,
Mais c'est super intéressant parce qu'on n'a jamais été en direct avec le client final parce qu'à chaque fois, on passe par des sociétés qui revendent notre produit, notamment Sephora. Et grâce à des technologies qu'on va mettre en place, on va pouvoir être en contact, en direct avec nos consommateurs et savoir comment ils consomment, combien de flacons ils consomment, quel type de flacons, et faire de la feed autour de ça. Il me reste 5 minutes. Et donc, ils se sont dit, bon, on va pouvoir collecter de la donnée, et on va pouvoir travailler sur cette donnée et savoir qui sont nos consommateurs, parce que jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas du tout qui c'était. Et puis après, on va pouvoir aussi optimiser la logistique, parce que ces fameuses fontaines, il y en a plus de 6000. Il faut envoyer les recharges dans les boutiques. On ne sait pas s'il en reste ou ainsi de suite. Donc ça aussi, ça permettait d'optimiser toute la partie logistique. Donc on a eu un projet où on identifie le client, identifier la source de parfum. Enfin, voilà. On a toute une démarche autour de ça et qui nous a amené finalement à partir d'un produit physique dans lequel il n'y avait pas de prise de courant, hein, c'est vraiment que de la mécanique dans ces fontaines-là, à rendre ce produit physique intelligent avec les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Donc on a mis des puces RFID, on a mis un capteur de débitmètre, bien entendu. On a mis un boîtier IoT sur batterie qui consomme très peu. Donc là, typiquement, on a une technologie maintenant, on a des technologies réseau comme LoRa ou Sigfox qui nous permettent de communiquer à l'extérieur en consommant extrêmement peu d'électricité, donc ce qui nous permet d'être sur batterie au moins pendant 5 ans. Et puis après, des lecteurs NFC pour lire les smartphones quand les clients ou les clientes arrivent pour les recharges. Donc là, c'est toute une solution qui est mise en place et qui permet de répondre à cette problématique juridique et puis de renvoyer les données, en savoir, telle personne qui a j'ai l'application et je suis fidèle à Mugler, voilà quand est-ce que j'ai rechargé. Et il y a toute une interaction après et toute une application de feed autour de ça. Et je trouvais que ça, c'était un très bon cas d'usage. Maintenant, sur la partie retail, donc il doit me rester 3 minutes, donc ça tombe bien, parce que j'ai une petite vidéo qui vous résume un petit peu ce qu'on peut faire dans le retail. Alors, comment créer un moment d'échange privilégié avec votre client avant, pendant et après l'acte d'achat? Félix est débordé, alors pour ses achats, il faut que ce soit simple et efficace. Il cherche le livre à offrir à son neveu. Il consulte les meilleures ventes, la sélection des vendeurs, les promos. Ça y est, Félix a trouvé le cadeau parfait. Il passe commande et choisit le retrait en magasin. Depuis son salon, Félix peut vérifier la disponibilité du livre, profiter des recommandations pertinentes en fonction de sa recherche, consulter l'avis de son blogueur préféré, utiliser le click and collect. Pour l'enseigne, c'est l'occasion d'augmenter la fréquentation du magasin, de favoriser l'achat de produits complémentaires, de fidéliser sa clientèle. Félix lance l'itinéraire jusqu'à la boutique de retrait et consulte ses horaires. À proximité, il reçoit un push sur son smartphone. Moins 10% sur les 2 premiers volets de la saga Harry Potter. Quelle bonne idée! En vitrine, un écran affiche les événements et promos du moment. D'un geste de la main, il interagit avec l'écran. Pour le client, ce sont des interactions pour obtenir très simplement les bonnes informations et un gain de temps non négligeable. Pour l'enseigne, c'est une mise en avant des produits et un magasin disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En magasin, un écran propose les dernières sorties. Félix s'empare d'un livre qui l'intrigue. Pour faire le bon choix, il scanne le livre et consulte les avis clients. Via la fonctionnalité Contact sur son smartphone, il appelle un conseiller de vente. Emma, la vendeuse, arrive avec sa tablette. Elle peut informer de la disponibilité des produits, consulter le compte de Félix et préparer les commandes ou les envoyer à son domicile. Félix paye directement via la tablette d'Emma. Elle lui rappelle aussi sa commande Click and Collect. À l'espace retrait, Félix récupère ses commandes, reçoit sa confirmation de retrait et sa facture. Le client est guidé et informé tout au long de son parcours en magasin. L'enseigne peut animer la fréquentation de son magasin en pilotant les affichages de l'écran connecté et la vitrine, consulter les statistiques de vente du web et de sa boutique et permettre à ses vendeurs de mieux accompagner ses clients dans l'acte d'achat. Félix sort du magasin et reçoit un push le remerciant de sa visite et l'invitant à donner son avis sur son expérience. Il reçoit aussi un bon d'achat en guise de remerciement. Félix est content, il reviendra. Emma, bien équipée, dépasse ses objectifs de vente. Donc voilà pour la petite vidéo. Alors la vidéo c'est bien parce que ça fait rêver, mais maintenant il faut du concret. Alors je terminerai juste sur cette référence. On est en train de refondre le groupe Smile, tout le showroom B2B du groupe Samsung, qui est à Paris. Et donc ils ont plus de 350 mètres carrés de showroom. Et on refond tout le showroom basé notamment sur des use cases de retail que vous venez de voir là en vidéo, qui étaient du rêve,
Et ben demain, ça serait de la réalité dans le showroom de Samsung. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, ben, je vous invite à le voir. Et sinon, au plaisir d'en discuter sur notre stand. Merci à tous.